bonsoir et merci à vous, merci d'être là. C'est vrai que ça sent bientôt les vacances, mais on a tous vu qu'une nouvelle pas très glorieuse vient d'arriver directement de Bruxelles. Donc ça va être le sujet de ce soir parce que identité numérique d'un côté, mais c'est lié au pass sanitaire. Et je vous expliquais un petit peu, on va repartir du début. Pourquoi je me suis engagée sur cette question? Parce que c'est important de savoir comment j'ai été aussi soutenue par mon parti, parce que ce n'est pas une question évidente, vous le savez. Parler de ce sujet, c'est tout de suite être ostracisé, parce qu'on considère qu'on est des complotistes. Jusqu'à présent, moi, j'ai réussi à passer à travers toutes ces gouttes, parce que j'ai un discours qui est surtout construit par rapport à la communication de Bruxelles. Donc tout ce que je dis, toutes mes actions sont appuyées par des sources officielles de la Commission. Et ça, c'est très important parce que j'ai vu d'autres collègues qui ont commencé à essayer de rentrer sur ce sujet et malheureusement ont été dénigrés parce qu'on considère aujourd'hui, dès qu'on a une opinion divergente ou même juste une question, remettre en question ce dogme aujourd'hui de la vaccination et du pass sanitaire, c'est s'ostraciser et c'est être complotiste. Donc moi, je vous ai apporté quelques documents de Bruxelles, parce qu'en fait, et c'est ça tout le génie de ce qu'on vit, c'est que tout est écrit. Toute leur stratégie est sous nos yeux. Moi, je n'ai rien inventé. Quand je prends du temps, quand je me mets sur le site de la Commission, c'est une mine d'or. Moi, je pourrais passer des heures à tout décortiquer, parce que tout est sous nos yeux. Et en fait, il faut juste prendre ce pulse, les pièces du pulse, les remettre bout à bout, et vous verrez en fait cette stratégie. Une stratégie qui est donc construite, qui est agendée, parce qu'en fait, il y a un objectif, ça s'appelle la boussole numérique, Agenda 2030. Donc pour arriver à cet agenda 2030, en fait, c'est une stratégie d'une envie de digitaliser toute la société. Donc c'est un agenda, une boussole dite numérique, où tous les services vont passer donc, dans cette nouvelle stratégie, où à tous les niveaux, on va donc changer la société. Donc d'un côté, on a tous des iPhones, on est dans cette modernité, donc moi là-dessus, je ne remets pas en question, mais ils utilisent des outils comme le pass sanitaire pour rentrer dans ce nouveau monde. Donc en fait, pour revenir au tout début, donc, c'était l'année dernière, mai 2021, juin 2021, on a tous vécu pendant 2 ans ce Covid, on ne savait pas vraiment ce que c'était. Après, on l'a eu. Puis on se dit, finalement, ça va, on va continuer. Et puis on va essayer de ne pas rentrer dans ce moule imposé le 12 juillet par Macron. Parce que moi, ça a été le déclic. Le discours de Macron du 12 juillet, ça a été là la révélation. Je me suis dit, comment ça se fait que du jour au lendemain, on met en place ce pass sanitaire à partir du 1er août et on avait jusqu'au 15 septembre pour pouvoir se faire vacciner. Et en même temps, on met en place ce décret pour suspendre les aides-soignants et tout le personnel médical s'ils ne se mettent pas, et les pompiers, les gendarmes, s'ils ne se mettent pas dans ce moule. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, je refuse cette stratégie, je vais regarder de plus près. Donc la première chose, ça a été les contrats d'achat contractés par Mme von der Leyen. Donc, comme vous le savez, on n'avait pas accès, en tant que député européen, normalement, on a cette immunité et aussi on a ce mandat, parce qu'on a un mandat de la population qui nous permet d'accéder à tous les services, à tous les documents. Et pour ce coup, ce document qui nous était mis à disposition, en fait, était très limité dans le temps. On avait 5 minutes, en anglais, pas de stylo. Donc, en fait, il fallait juste lire rapidement le document et repartir. Après, certains députés ont commencé à râler. On dit oui, mais nous, on ne peut pas aller au même moment. En plus, vous nous dites Covid safety. Donc là, ce n'est pas Covid safe d'aller dans la même salle et qu'on fasse la file indienne. Donc, ils nous ont donné le contrat, les premiers contrats. Et le contrat, en fait, sur 90 pages, vous avez 15 pages de lisible. Le reste, tout est grisé. Donc, ils se disent, se foutent vraiment de nous. Et ça, j'aurais pu l'amener, mais c'est 90 pages. Les premières pages où vous voyez le contractant, le nom, l'adresse, voilà, ce sont des données qui ne sont pas vraiment utiles. Et puis toutes les clauses utiles, donc que ce soit le prix, que ce soit les clauses de responsabilité, tout est grisé. Et donc, quand on dit, quand il y a un flou, il y a un loup, on va creuser. Donc après donc ça, c'était les contrats. Le pass sanitaire qui sort comme un cheveu sur la soupe.
au mois de juin 2021, c'est voté comme ça. Même nous, ce que je disais, en séance plénière, vous avez donc à chaque fois un ordre du jour et donc toute une liste de propositions, de résolutions à voter et des choses qui se rajoutent au fur et à mesure. Et c'est vrai que c'est un dossier à l'époque qu'on n'a pas vu venir, qu'aucun député n'a vu venir. On l'a vu à la dernière minute. Effectivement, quand on a vu le dossier, on s'est dit passe sanitaire, restriction des libertés. Donc non, on votera contre. Donc ça, c'était au mois de mai 2021. Juin 2021. Juin 2021, donc on a ce pass sanitaire européen. On s'était dit de toute façon, ça va toucher que l'Europe, c'est que pour aller d'un pays à un autre. Donc certains députés à l'époque avaient voté pour ce pass, toujours les mêmes. Hein. Les mêmes qui ont voté là, vous avez suivi sans doute l'actualité du 23 juin. Les mêmes qui avaient voté ça en 2021, à peu près les mêmes ont voté la même chose. La France insoumise, je ferai une parenthèse sur le sujet parce que c'est important de voir la duplicité de ces gens. Parce qu'il y a une vraie duplicité de ces gens. Ils sont insincères sur le sujet. Je l'ai démontré là très récemment. Mais parce qu'en fait, pourquoi j'ai ciblé Manon Aubry ? Parce qu'en fait, je sais que déjà en juin 2021, il y avait une insincérité sur le vote. Je le sais parce qu'en off, on parle. Et donc vous avez effectivement les tribunes. Et puis des fois dans les couloirs, avec certains députés, on discute ensemble. Et je savais qu'il y avait une insincérité sur ce vote. De fait, j'ai suivi un petit peu son travail à Manon Aubry. Vous voyez très bien, tout le monde me dit « Mais Virginie, tu es la seule à être sur ce sujet ?» Oui, je suis la seule, parce qu'effectivement, mouiller la chemise sur ce sujet, certains autres députés n'ont pas envie. Moi, on m'a laissé tranquille, parce que si on est plusieurs au niveau de mon groupe à avoir le même combat, ça ne va plus être crédible. Donc on me laisse, et j'ai le soutien de mon parti. Ça, c'est très important. Et une liberté. Et ça aussi, c'est important. Que Marine me laisse cette liberté, c'est très important. J'ai son soutien, cette liberté, ce que dans d'autres partis, peut-être, il n'y aurait pas. Ce qui veut dire qu'elle est sincère aussi sur la question et très combative sur ce point. Et concernant mes autres collègues, donc je suivais donc un petit peu l'évolution de la France insoumise. Je sais qu'Anne-Sophie Pelletier, qui est la seule sur ce sujet, on a travaillé en off en faisant des recours contre le Parlement parce qu'il voulait nous mettre en place le pass sanitaire. Et c'était la seule à s'être manifestée avec M. François-Xavier Bellamy, qui est aussi très engagé, ainsi que Michel Rivasi. Donc, pour finir la parenthèse de la France insoumise, donc nous avions cette année aussi un vote, parce qu'en fait, le pass sanitaire, il n'y a pas eu de débat autour de cette question. Ils ne veulent pas faire de débat. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont produit cette proposition d'extension en commission. En commission, c'est en fait, vous avez 4-5 députés, hein, et en fait, vous votez oui ou non. Mais pas de débat, pas de questions, pas d'audition d'experts pour dire est-ce qu'il y a eu une étude d'impact, est-ce qu'il y a eu des statistiques qui ont prouvé que ce pass sanitaire a été utile et qui sera utile. Ça, il n'y a pas eu. Donc, c'est un peu la stratégie de la commission parce qu'elle considère que sur ce point, c'est un point acquis. Donc il ne faut pas avoir de débat, il faut passer ça vite fait, rapidement, parce qu'il y a des urgences. La pandémie elle revient, vous avez vu, elle revient vite. Et d'ailleurs, c'est prouvé parce que dans cette communication qui est pour moi très importante pour vous, c'est la feuille de route pour préparer et répondre aux prochaines pandémies. Et donc, c'est 19 pages de la commission qui a été produite le 27 avril. Et dedans, vous avez un paragraphe qui vous dit que de toute façon, le pass va être voté. Donc j'ai envie de dire, mais pourquoi toute cette scène, ce spectacle de la mise en scène, de le vote avec les députés qui votent pour faire croire à la démocratie. Ça, c'est vraiment l'exemple type. C'est pour ça que pour moi, c'est un dossier, je prends du temps pour vous l'expliquer, parce que ça démontre vraiment que c'est la commission qui décide, qu'on a une espèce de spectacle dit démocratique, mais en fait, sur ce dossier, alors que ça touche nos libertés fondamentales, la liberté de circulation, c'est un des piliers fondateurs de l'Union européenne. La liberté de circulation, c'est l'article 21 du traité de l'Union européenne. Et là, c'est remis en question, pas de débat. Une consultation publique que la Commission avait proposée pendant 1 mois, où il y a eu plus de 385 000 avis. Et on a pris le temps, avec un assistant, de prendre un échantillon de 1000. Et sur ces 1000, il y avait 0 avis positif. Et ce qui était intéressant dans cette consultation, c'était tous les pays de l'Union européenne. En majorité, l'Allemagne. Second, c'était l'Italie, la France. Les pays qui ont subi vraiment le plus d'acharnement concernant le pass et la vaccination. Et ce qui était effarant, c'est que cette consultation publique
a été donc même pas regardée par la Commission. Il y a une lettre qui a été produite par une fonctionnaire européenne qui a fait une conclusion de cette consultation. On ne l'a pas vu, nous, députés, ça a été caché. On a encore une fois dû demander cette lettre. Donc là aussi, en tant que députés, c'est nous qui nous prononçons sur ce sujet au final. On doit voter sur ce sujet. On n'a pas ces éléments. Et donc, dans ces conclusions, tous les arguments qui étaient émis lors de ces consultations, c'est toujours les mêmes. Atteinte aux libertés, non-bénéfice du pass remis en question, pas d'études scientifiques, pas de débat démocratique. Donc tous ces arguments-là étaient visibles par rapport à ces avis. Eh bien, elle a conclu que de toute façon, c'était pas grave, il fallait en gros pas en tenir compte. Donc c'est ça aujourd'hui le travail de la Commission. Et surtout, moi ce que je regrette, c'est que les parlementaires, sur ce sujet, et dont aussi la France Insoumise, qui se dit en France, elle veut se battre, elle veut vous soutenir. Ben là, Manon aurait pu, comme moi, parce que quand je prends une minute à 23h, et j'attends mon tour pour faire un discours, comme vous avez sans doute pu voir sur les réseaux sociaux, elle pourrait le faire. Ben, elle ne le fait pas. Donc c'est pour montrer que sur ce sujet, je les trouve insincères. Elle a fait une faute. Eh bien là, pour moi, c'est une faute impardonnable. Parce qu'au niveau national, ils ont vendu du rêve avec leur NUPES en leur disant « voilà, nous, on défend vos libertés, on sera là pour vous demain ». Beaucoup ont sauté dans le train et en fin de compte, ils se rendent compte qu'ils se sont fait avoir. Donc ça, c'est vraiment la parenthèse. Mais en même temps, ça démontre un petit peu toute l'hypocrisie qu'il y a de certains députés. Après, il y en a d'autres. Je ne vais pas faire passer ma soirée à dénigrer les autres. Mais c'est pour montrer qu'il y a d'un côté une stratégie qui est visible, qui est sourcée et qui est comment dire, précise. Et de l'autre côté, des parlementaires qui essayent de faire leur travail. Il y a quand même, il faut savoir, certains autres députés avec qui je travaille qui ne sont pas français, mais c'est aussi important d'avoir aussi leur point de vue. Je travaille beaucoup avec Francesca Donato, Christian Terès, Rob Roos, Christine Anderson. Et on essaye un petit peu de partager nos avis, de faire des choses en commun pour que vous voyez qu'en fait, on n'est pas seul. Et c'est important de voir que d'autres États, ils représentent aussi des partis qui sont importants dans leurs États membres. On n'est pas seul, et ça, c'est important. C'est important, on est très regardés, on est une petite poignée, mais on est une poignée organisée. On essaie de faire des conférences ensemble. Là, la semaine prochaine, au mois de juillet, on organise avec Diane Prota, parce que c'est aussi l'objectif, c'est voilà, on a des textes, on fait notre travail de parlementaire. Moi, j'avais proposé un amendement de rejet, ça n'a pas été passé. On fait des questions écrites, on fait des résolutions. Je ne sais pas si vous avez entendu, j'étais la première à déposer une résolution sur les effets secondaires. Ça avait fait beaucoup de bruit, j'ai été attaquée pour fake news. Moi, je leur ai dit, regardez ce que c'est une résolution parlementaire. Ce n'est pas mon boulot de vous expliquer et de vous donner la définition. Ce n'est pas effectivement un fonds qui est proposé par le Parlement européen. Moi, je demande, en tant que parlementaire, que demain, le Parlement s'interroge sur les effets secondaires. Parce qu'aujourd'hui, et vous le savez tous, on a cette difficulté, et on voit maintenant, on a du recul. Il y a des rapports qui sont assez bien faits. Malheureusement, ils sont jetés à la poubelle par l'EMA et tous les autres, où on répertorie plus de 1,8 million d'effets secondaires. Aujourd'hui, c'est à peu près les chiffres. Au niveau européen, c'est 1,8 million d'effets secondaires qui sont répertoriés tous les mois par l'EMA en fonction des vaccins, en fonction des maladies, et avec des petits trucs en gras. Oui, alors on suit, on continue à suivre. Bon, on suit. Donc c'est bien, ça veut dire qu'ils mettent ça dans le tiroir. Et moi, en attendant, je m'étais dit, pour qu'on parle de ce sujet, je vais déposer une résolution. Et ça avait bien fonctionné parce que finalement, on en a parlé. Tout le monde a cru que c'était une proposition du Parlement parce que qui dit effet secondaire, donc ça veut dire qu'on accepte qu'il y a un problème avec ce vaccin. Et donc on ouvre le débat parce qu'aujourd'hui, c'est dur d'ouvrir le débat. Et donc c'était une occasion pour moi de remettre le sujet. On l'a fait l'année dernière. Alors là aussi, comment ça s'est passé en commission. Donc vous déposez une résolution. Elle est acceptée par le président de la commission. À l'époque, du Parlement, c'était Sassoli. Et après, ça retourne en commission, parce qu'en fait, le Parlement, vous avez différentes commissions. Commission marché intérieur, Envie, ITRE, et en fonction des sujets, ça tombe dans une commission. Et dans cette commission, vous avez différents députés, mais ça ne va pas plus loin que 20 maximum.
Et donc cette résolution donc, qui touchait le budget et Envie, qui s'occupe des questions de santé, elle a été mise sur la table. Ça a été bon. Alors on a reçu une résolution, on nous demande des fonds pour des effets secondaires. Personne n'est d'accord. Ok, allez hop, poubelle. Voilà. Comme ça s'est passé. C'est ça. Véridique. Et donc j'ai demandé... et en plus, ils n'informent pas le député qui dépose la résolution. Il faut demander au secrétariat, ça prend des mois. Et j'ai eu ma lettre au bout de 2 mois. Et là, elle était signée par Pascal Canfin de Renew, Macron. Et je me suis dit, bon, ben voilà comment fonctionne l'Union européenne. Et c'est ça que moi, quand j'ai pris ce mandat, c'est pas l'Europe, c'est pas celle-là que je veux. C'est ce qu'on veut pas. Au contraire, on veut une Europe qui nous aide, qui nous supporte et qui nous entend. Et là, c'est encore un exemple de plus pour dire, voilà, tu fais une résolution. Même pas de débat. Je veux bien, peut-être sur le fond, à la limite, ils auraient pu trouver des arguments pour dire non, c'est trop tôt, attendons, ou c'est pas notre compétence. Non, c'est personne. Tout le monde est d'accord pour ne pas la regarder. Hop, allez, hop, comme ça. Et je ne sais même pas si elle a posé la question, parce que moi, je suis aussi coordinatrice de groupe. Et certains m'ont posé la question, Virginie, qu'est-ce qu'on peut faire pour nous faire entendre? Est-ce qu'on peut déposer des pétitions? Vous savez, alors, il y a les pétitions à vase, elles sont très bien, elles font du bruit. Et après, vous avez la pétition, vous avez une procédure au niveau de l'Union européenne, où là, il y a une procédure assez précise, et vous déposez votre pétition. Mais c'est la même chose. Ça va en commission. Moi, je suis en commission IMCO, marché intérieur. On a 10 pages comme ça, et vous avez un paragraphe pétition. Et vous voyez toutes les pétitions qui sont en cours. Et ce n'est pas débattu. On voit, allez, hop, paragraphe 2. Bon, alors, vous voyez paragraphe 2, il y a un avis du secrétariat, ne rien faire. Ça, si un jour, je ferai une vidéo là-dessus. Et donc, ça veut dire que voilà, la pétition, elle est là, vue, allez, hop, on passe à autre chose. Donc, c'est ça, là, aujourd'hui, ce qu'on vit au niveau de la commission. Et donc, ça, c'est pour l'aspect du pass sanitaire. Donc, on a tous vu, voilà, que ça revient. J'en parle, ce qu'on n'avait pas prédit l'année dernière, ben maintenant, on est tous au courant, on l'a vécu. On sait le danger, on sait ce que ça a apporté pour beaucoup, parce que beaucoup de gens sont encore suspendus. Et malheureusement, voilà. Et que vu la tendance, ça va perdurer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce cadre du pass sanitaire au niveau de l'Union européenne, c'est un pass sanitaire, c'est un cadre européen. Et c'est très cynique, parce qu'en fait, ça permet aux États membres, en fait, c'est donner la clé à l'État membre pour faire la même chose au niveau de l'État membre, de l'État, et en plus, continuer à mettre des mesures domestiques en plus. Parce qu'ils appellent les mesures domestiques, c'est par exemple un pass sanitaire pour aller au cinéma, un pass sanitaire pour aller faire du sport. Ça, ce sont des mesures domestiques qui ne sont pas dans le cadre européen et qui est laissé à la disposition de chaque État membre. Et ils l'écrivent. Et la grande différence avec le premier pass sanitaire, où là, dans la proposition de ce pass, à l'époque, c'était, voilà, il faut contenir la pandémie, il faut contenir le virus, donc on met en place cet outil. Ok, on s'était dit, pourquoi pas. On a vu les dérives. La dérive, ce sont les mesures domestiques. Et là, dans cette deuxième proposition, qui est beaucoup plus intéressante, la stratégie, c'est il faut vacciner. Parce qu'ils considèrent que c'est la clé de tout le reste. Et donc, ils mettent en place cette stratégie donc, pour pousser les gens à se faire vacciner. Et ils incluent dedans trois nouveautés. Un, il faudra que chaque certif inclue le nombre de doses. Ça y était pas. Ils ont mis en gras que chaque État membre pourra mettre, et là c'est pour ça qu'après c'est l'autre sujet, mettre en lien la carte d'identité. D'accord ? Et le troisième point, c'est ceux qui font des essais cliniques pourront avoir ce pass. Donc même les groupes placebo. Donc l'intérêt, c'est pas de contenir le virus, c'est de vous faire vacciner. C'est l'objectif de ce pass. Et Van der Leyen l'a dit au mois de décembre, elle l'a dit dans une de ses discours du 13 décembre précisément, elle dit, elle est choquée à l'époque, c'était 110 millions d'Européens qui ne se sont pas fait vacciner. 150. Et que 150, moi on est plus, voilà. Bon, moi j'étais à 110, mais bon, voilà, 150 ou 130, c'est pas 130. Bon, bref, il faudra vérifier. Pas de fake news. Surtout, on regarde si c'est. Moi, il me semble que c'est 130. Bon, à vérifier. 130 millions. Et elle trouvait ça complètement scandaleux qu'en Europe, avec tous les vaccins, parce qu'ils ont commandé 4,2 milliards de doses, avec tous les vaccins commandés, ces gens-là ne se sont pas vaccinés.
Donc ça, c'était au mois de décembre, et qu'il fallait, elle a dit, on va travailler sur ce sujet. Et donc, on a cette communication de Bruxelles le 27, où là, mais c'est baissé à 90 millions, un peu plus de 90 millions qui sont éligibles dans l'Union européenne à la vaccination, et qu'ils vont faire un focus sur cela. Parce qu'aujourd'hui, ils considèrent que ça peut être un danger, que c'est compte tenu des effets, on va dire, positifs, parce qu'en fait, ils se félicitent. Hein. Dans tout le texte, ils se félicitent. Hein. Ils s'autocongratulent tout le long du texte. Ils ont bien géré la pandémie, qu'ils ont été formidables avec le vaccin, qu'ils ont toutes les doses du monde, qu'en même temps, ils ont pu, grâce au système COVAX, qui est un système mis en place, tous nos stocks qu'on ne veut pas, ou qui sont périmés, on le met dans le truc COVAX et on balance ça aux pays africains, hein, qui en plus, eux, ils n'en veulent pas. Donc, mais c'est génial, ils ont fait un bon boulot, donc ils se disent, on va faire mieux, encore mieux la prochaine fois. Donc ça, c'est écrit. Donc le problème, c'est ces 90 millions, et puis surtout là, alors là aussi, c'est pour ça que ça m'énerve beaucoup, et je suis remontée là, mais comme vous, c'est les enfants. Vous vous rendez compte, il n'y a que 15% d'enfants de 5 à 9 ans qui n'ont pas reçu leur dose. Et là, c'est le focus, il est sur eux. Donc... oui, 15%, pardonnez-moi. 15% qui a reçu la première dose, 15%. Donc, ce sont les autres qui vont poser problème à la rentrée. Donc, ils vous font un petit tableau pour vous montrer alors, les pays qui sont bien, les pays qui sont mauvais. Donc, ceux-là, ils vont se faire taper dessus. Et donc, vous avez dans cette communication toute la stratégie que les États membres vont devoir mettre en place avec un calendrier. Un calendrier très précis, avec des points clés. Et on l'a bien vu, hein, Macron, qui a présidé le Conseil de l'Union européenne jusqu'au 30 juin, donc encore quelques jours, a participé à l'élaboration de ce document. Et donc là aussi, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas. Moi, je ne dis pas que c'est une vaccination obligatoire, parce que ce n'est pas encore écrit. Et encore une fois, je préfère que moi en tout cas, j'ai eu des commentaires sur les réseaux, on m'a questionné. Non, ce n'est pas une vaccination obligatoire, on incite, ils écrivent, il faut inciter, il faut rassurer les gens. Donc voilà, c'est les mots qu'ils utilisent pour effectivement ne pas dire que c'est obligatoire. D'ailleurs, ça fait partie d'une des questions, des réponses de la Commission. Quand je leur pose la question, est-ce que vraiment c'est une vaccination obligatoire, ils vous disent non, et c'est laissé à l'appréciation de chaque État membre. Donc tout le monde est un petit peu... mais ils travaillent ensemble, main dans la main. Donc c'est pour ça que je dis, ce qui s'est passé au niveau européen, c'est important parce que c'est vrai que moi, quand j'ai pris ce mandat, je savais que ça allait être intéressant, mais pas à ce point-là. Et je pense que beaucoup comme vous aussi, vous êtes rendu compte que finalement, on nous le disait, hein, que les étiquettes, quand ça touchait que les étiquettes, on s'en foutait, à la limite. Le truc du téléphone européen, à la limite, ça aussi. Mais là, c'est la santé. Et ça, c'est une compétence que la Commission n'avait pas. Et c'est une compétence qu'elle est en train de prendre de plus en plus. Et cela, c'est écrit dans toute sa stratégie. Et le problème, c'est qu'une compétence comme de la santé qui nous touche directement, avec toutes les déviances et tous les dangers, on l'a vu en France, et là, on le voit, parce qu'à toutes les questions qu'on pose concernant le vaccin, et moi, quand je pose des questions sur le vaccin, c'est par exemple le nombre de doses. Parce que moi, ce qu'il y a dedans, ce n'est pas mon métier. Je ne rentre pas dans ce sujet. Même si je pose des questions par rapport pourquoi aujourd'hui, il n'y a que de l'ARN messager. On en a 4. On avait le Janssen et des collègues qui s'étaient fait vacciner à un moment donné. Même pour le rappel, il fallait repasser par un ARN messager. Il n'y avait pas d'argument scientifique ou médical, mais il fallait repasser dans... À part ça, on voit bien qu'effectivement, il y a une problématique dans cette offre de la Commission. Moi, je parle que des doses. Et la dernière fois, quand on était... parce que je fais partie de la commission Covid qui a été mise en place. C'est une commission qui va durer 12 mois, où en fait, ils vont faire un bilan des bonnes choses, pas toujours, hein, ils n'ont fait que des bonnes choses, donc qu'il faut continuer à développer, et aussi prévenir des nouvelles pandémies, parce qu'ils sont sûrs, hein, ils sont fonctionnaires, ils ne sont pas épidémiologistes, ils ne sont pas médecins, mais ils sont sûrs, et certains, ils l'écrivent en gras. Et d'ailleurs, c'est dans la communication, donc Chinas, commissaire au mode de vie, ça aussi, hein, je ne sais pas où ils sont allés chercher ça, il est commissaire pour la protection du mode de vie européen. Il nous dit
Le type, il est fonctionnaire européen depuis toujours, il est né dedans. Les seuls endroits, c'était peut-être de la cafette au bureau blanc, ou en tout cas, c'est un gras de papier. Et donc, c'est lui qui dit, en gras, que la question de savoir s'il y aura une pandémie ou pas, ou un nouveau virus, il ne faut pas se la poser. Ça va revenir cet automne. Et puis tous, de cœur, Kyriakides. Voilà. Donc, on était, durant cette commission, à échanger, et puis moi, je pose la question, bon, ok, on est 447 millions d'Européens. Il y a 4 milliards de doses, et là, vous êtes en train de jeter les doses. Qu'est-ce qu'on fait ? Il y a les pays baltes, il y a la Pologne qui veut suspendre les contrats. Est-ce que vous êtes prêts à renégocier les contrats ? Elle dit non, on ne peut pas. Par contre, on espère que les labos prennent du retard dans la livraison. C'est ça la réponse de la commission. Et là, on se dit, bon, ben ça, c'est dans la boîte, c'est bien. Ils sont tellement sérieux, ces gens-là. Ils s'en fichent. Oui, ils sont sérieux, mais ils s'en fichent. Ils ont une feuille de route. Ils sont payés, je sais pas, à un moment donné, Oui, mais ils n'ont aucun compte à rendre. Ils sont payés par d'autres personnes, en plus, parce que c'est pas possible. Ben, ils sont payés par l'Europe, et puis, comme personne ne sait où se trouve la commission, entre guillemets, je caricature, mais c'est ça. Qui connaît la commissaire Kyriakides ? Qui connaît le commissaire Chinas ? Personne. Donc ils sont dans leur petite tour dorée. C'est tous les fonctionnaires européens qui font leur feuille de route. Et puis eux, après, ils répètent. Monsieur Breton, je lui ai posé la question. Alors, on va dévier parce que je vois que le temps passe. Et puis je pourrais vous parler des heures. Et puis après, on fera des questions-réponses. Pour vous dire que le pass sanitaire, donc, en fait, c'est quoi ? Et vous le savez tous, c'est un outil pour nous soumettre à un système, et comme je l'ai dit, l'exemple, et c'est pour ça que c'est intéressant dans cette nouvelle proposition, qui disent que les États membres pourront associer la carte d'identité avec le pass sanitaire, ce qu'ils n'avaient pas osé faire. D'accord ? Donc là, avec l'identité numérique, là aussi, j'arrive en commission, et puis comme je suis coordinatrice, je vois tous les rapports qu'on va avoir dans l'année. Et là, je vois, tiens, identité numérique. Je dis, alors celui-là, je le prends tout de suite. Tout de suite, je le prends parce que là aussi, ça pue. Donc j'ai dit, je le prends. Donc forcément, on regarde le dossier. Première ligne, attendez, elle est là. Alors, je pense que tout le monde a lu le Great Reset. Alors moi, je ne voulais pas le lire, parce que je me suis dit, si je commence à lire ça, on va me prendre pour une complotiste. Mais à un moment donné, je l'ai lu. Mais en fait, je l'ai lu après tout le reste. Et du coup, je me suis dit, ouais, quand même... Ils n'avaient pas tort, les complotistes. Et là, dans cette justification, donc ça, c'est la justification, en fait, on a ça quand on va en commission IMCO, on donne des avis. Parce qu'en fait, il y a plusieurs commissions, parce que là aussi, on pourra faire tout un topo là-dessus, qui fait quoi ? Donc, on fait un projet d'avis, c'est-à-dire que la commission marché intérieur donne son avis sur le projet au total. Parce qu'en fait, ça touche les consommateurs. Donc moi, comme je suis au marché intérieur des consommateurs, on se prononce sur ce règlement qui concerne l'établissement d'un cadre européen, ou encore une fois, relatif à une identité numérique. Et donc, justification succincte, donc en juin 2021, donc prononciation de l'avis, et ils disent « La pandémie de Covid-19 a eu un effet catalyseur unique sur la transition numérique. En conséquence, la demande de moyens d'identification et d'authentification en ligne, ainsi que des moyens d'échange numérique d'informations liées à notre identité, répondant à des normes élevées en matière de sécurité et de respect de la vie privée, s'est accrue dans toute l'Europe. » Donc ils se servent de la pandémie, ils se disent... et là, je me suis dit, tiens, dans le Great Reset, il avait dit ça. Bon, bref. Et ça, on le voit partout. Et donc, en fait, la justification, c'est la justification pour la mise en place maintenant de ce portefeuille d'identité numérique, où on va vous le vendre, nous facilitant la vie, parce qu'on va pouvoir consommer plus vite, faire des signatures électroniques plus vite, passer des portiques plus vite, en fait, plus vite, mais en fait, contrôler aussi et tracer plus vite. Parce qu'on l'a vu avec le pass sanitaire, grâce à un code QR, on vous autorise ou pas à aller quelque part. Et c'est ça, pour moi, le danger. Et ça, c'est le premier volet. Donc en fait, maintenant qu'on a ce passeport qui est en train d'être mis en place, qui malheureusement va être voté par la plupart des eurodéputés, même si j'ai bon espoir qu'on prenne du retard, parce que moi, je suis juste rapporteur fictif. Ça aussi, c'est des mots... c'est rapporteur fictif. Donc, je suis le dossier pour mon groupe politique dans la commission.
Mais il y a un rapporteur principal qui est dans la commission principale qui suit le dossier, c'est Christian Terres. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est le Roumain qui est très actif, qui passe des heures et qui fait des lives d'ailleurs, et qui fait des lives en pleine session et qui lui aussi a compris que en fait, l'outil du pass sanitaire est un saut pour aller vers une identité numérique au niveau européen où on va être contrôlé, tracé. Et bon, je pense que vous êtes tous éveillés sur cette question. Et le pendant et d'autres exemples, des petits de ce pass sanitaire vont être multipliés. Donc là, c'est le pass sanitaire au niveau de la santé. Demain, ce sera le pass vert. Tu pollues, tu ne pourras plus rentrer dans cette ville. Et puis le pass bon citoyen. Et là, c'est en cours avec citoyens dits vertueux à Bologne, en Italie. Ils sont en train d'essayer ça cet été. Tu tries bien tes déchets, tu as des points roses, ou tu as 1 euro. Tu utilises les transports en commun, tu as un autre bon point. Tu n'as pas d'amende parce que tu ne dépasses pas les parcs-mètres, tu as un bon point, etc., etc. Et à la fin, tu auras soit une réduction, et aujourd'hui, 1 euro, mine de rien, ça compte. Ou soit tu pourras inscrire ton gamin à la crèche avant les autres. Donc on rentre dans un nouveau système. Et j'ai posé la question parce qu'à un moment donné, il faut y aller. Moi, j'ai cette opportunité d'avoir Thierry Breton en face de moi. Donc, je lui pose la question. Je reprends des éléments sur le crédit social à la chinoise. Et de manière un peu comme ça, alors on y arrive pas ah mais non, pas du tout, on ne prend pas du tout ce modèle, et encore moins le russe, non, mais de toute façon, Madame Joron, 80% des citoyens ont accepté le pass. C'est ça la réponse. C'est ça la réponse. Et ça veut tout dire, ça résume tout. J'avais finalement la réponse que je voulais. Ils considèrent que le pass a été, mais ils le disent tout le temps, c'est écrit, que ça a été un succès, que les gens l'ont accepté. Et oui, il va plus loin. C'est devenu une norme mondiale. Ils disent que c'est une norme mondiale. Et c'est ça qui sont donc en train de mettre en place. On l'a vu donc au niveau européen, on a le cahier, on a la feuille de route. Moi, j'ai espoir que d'autres États, comme la Roumanie, qui ont un vécu, qui ont une histoire qui fait qu'ils sont anti pouvoir étatique et autoritaire, et du coup, il y aura peut-être des rébellions. Je vous donne un exemple, on n'est pas du même parti. Moi, voilà, nous, on a le parti le plus ostracisé de l'hémicycle, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de soutien. Des soutiens en off, ce qui veut dire que la cause que nous défendons est entendue. Certains osent, d'autres moins. Après, parce que c'est politique, après, c'est parce que tout le monde, à un moment donné, c'est courageux. Moi, tous ceux qui ont été suspendus, qui ont perdu de l'argent, qui se sont mis sur... Moi, franchement, je les admire. C'est aussi pour ça que je fais ça. Parce que moi, j'ai cette chance d'être encore là, d'avoir tous les mois encore un salaire. Mais je me dis, quand on arrive à ce point-là, on ne peut pas lâcher. C'est impossible. J'ai encore vu la dernière fois une femme, 3 enfants, suspendus, donc plus de salaire, et le mec se tire. Je dis, à un moment donné, c'est pas possible, il faut qu'on s'organise. Et c'est vrai que de voir que certains autres députés, je reviens donc à la Roumanie, votent comme nous, alors que ce n'est pas du tout notre bord politique. Elle est toute seule, et j'ai son nom, Madame Grappini. Je la salue. Parce que mine de rien, je pense que s'il y a un peu plus de courage et de soutien aussi, on serait beaucoup plus nombreux. C'est ce qui manque. On ne baisse pas les bras. Sachez qu'il y a beaucoup de fonctionnaires européens qui, en off, me mettent dans leur boucle. Parce qu'il y a du personnel qui vivent aussi, comme vous, on a vécu le pass sanitaire, donc des gens qui ne voulaient pas du tout passer par la moulinette du vaccin et du test PCR, et qui ont été aussi suspendus, qui sont mis en arrêt de travail. Il y en a qui sont en dépression parce qu'ils vivent vraiment mal cette oppression. Et donc en off, là, ils m'ont invité à aller boire un café avec eux, parce que c'est important. Je pense que dans ce moment-là, ce qui est pour moi le plus important, alors il y a les actions, à chacun, on essaie de porter une petite pierre à l'édifice, mais c'est de garder l'humain, la solidarité, la bienveillance, et surtout, moi je dis, dans ce moment-là, s'afficher, avoir toute la lumière sur soi, c'est pas le but. Au contraire, je pense qu'il faut faire les choses en off, il faut s'organiser.
et partagé. Alors ce que j'essaye de faire à mon petit niveau, c'est d'inviter toutes les personnalités que j'estime à un moment donné ont été vraiment malmenées. Je pense au docteur Perron. Je pense à Didier Raoult. Bon, lui, il se défend tout seul, donc maintenant, il a besoin de personne. Christine Coton, toutes ces personnalités qui, mine de rien, toutes seules, elles portent la pierre à l'édifice. Donc, et même François fait un très bon boulot. Ils leur ont suspendu la chaîne YouTube, et je me dis, mais tous ces médias qui essayent un petit peu d'ouvrir le débat, d'ouvrir des questions, on les ostracise. Donc moi, le but, c'est aussi d'ouvrir le Parlement à tous ces collectifs. Donc j'ai invité des collectifs, le collectif de Mélodie, de Où est mon cycle. Là, on va ouvrir le Parlement au collectif des pilotes de ligne. J'ai reçu Laurence Kaiser, maintenant que peut-être vous connaissez, cette gynécologue belge qui a pu témoigner de ses 20 ans de vie où elle a vu vraiment la différence entre avant le Covid et après. Et donc, c'est important pour moi de vous passer ce message en disant, voilà, si demain, on peut organiser des conférences, d'ouverture de portes au niveau du Parlement, parce que ça crédibilise notre discours. Et ça, c'est très important, parce qu'aujourd'hui, et ça fait partie aussi des stratégies de la Commission, c'est de lutter contre la désinformation. Donc, ils vont cibler tous ceux qu'ils estiment faire de la désinformation, et ils vont les shooter, ils vont les sortir du système. À cette occasion, c'était Thierry Breton qui était aussi à une audition dans ma commission, qui disait, un député avait posé cette question, qu'est-ce que vous faites pour lutter contre la désinformation ? Première réponse, on a enlevé du circuit RT et Sputnik. Donc voilà, ils se sont félicités de cette action. Et donc ils vont continuer, parce qu'aujourd'hui, ils sont en train de mettre en place un code de la désinformation. Ils sont en train de mettre en place dans tous les systèmes de régulation du marché du numérique. Et là aussi, j'ai un dossier, ça s'appelle le Digital Market Act, et le DSA, c'est Digital Service Act, où là aussi, ils vont mettre en place toute une stratégie. On l'a vu sur YouTube, dès que vous parlez Covid, où il y a des mots-clés comme ça, hop, on vous sort du système. Donc il va y avoir aussi cette stratégie qui est en place, mais qui va encore être plus agressive. Donc on est en plein dedans. Moi, j'ai envie de dire maintenant, on a, au niveau européen, on continue. Moi, je vais continuer maintenant le pass sanitaire. On a fait ce qu'on a pu. On a essayé de collaborer avec le plus de députés. On avait déposé un amendement de rejet. C'est passé. Maintenant, ça va aller au niveau national. Donc, on prie pour qu'il n'ait pas ces 30 traites pour que ça passe. C'est l'espoir. Mais vous savez, moi, l'espoir fait vivre. Mais quand on voit la feuille de route, malheureusement, on sait bien qu'ils feront tout pour que ça passe. Ils feront tout pour que ça passe. Donc maintenant, l'idée, c'est aussi d'éveiller le plus de conscience. Et puis, j'espère à un moment donné que là-haut, ça va ouvrir les dossiers, notamment sur les effets secondaires. Parce que c'est un gros sujet. Moi, je l'ai mis de côté parce que la bataille, c'était le pass sanitaire. J'ai redéposé une seconde résolution sur les effets secondaires où, de nouveau, on a réactualisé le nombre, puisqu'ils sont très nombreux. Avec surtout maintenant très visible des enfants en très bas âge qui ont aussi des effets secondaires, même si c'est peu par rapport au nombre de doses. Moi, je considère qu'une vie d'un enfant, compte tenu du fait qu'on sait que le bénéfice-risque par rapport à leur santé est nul, donc on ne peut pas prendre de risque en faisant vacciner les enfants. Donc on va revenir sur le sujet à la rentrée, par cette résolution que j'ai déposée et que je vais remettre en avant. Et puis après, voilà, en ouvrant de nouveau le Parlement à des médecins, à des spécialistes, et on pourra de nouveau réinformer, parce que c'est important pour tout le monde, parce que même pour vous, quand on doit débattre, parce que des fois on doit débattre même en famille de ce sujet. Et alors moi, c'est pas pour convaincre, enfin même vous, à un moment donné, qu'on nous laisse tranquille. On nous attaque, on a les arguments,
Mais le but, c'est pas de convertir. Moi, j'ai envie de dire, maintenant, c'est plus là. Hein. Ils avaient 2 ans pour comprendre ce qui arrivait. Donc le tout, c'est juste qu'on nous laisse tranquille, qu'on nous laisse cette liberté, si on n'a pas envie de se faire vacciner. Aujourd'hui, un autre sujet, et après je conclus. Voilà, aujourd'hui, le grand sujet de Macron, c'est l'avortement. Autre sujet difficile. Je veux dire, ok, my body, my choice. Moi, je suis d'accord avec ça. Pourquoi pas? Mais alors qu'on nous laisse, pareil avec le vaccin. Tant qu'il est en phase expérimentale, tant qu'on n'a pas de recul, ben my body, my choice. Donc ça, j'espère qu'ils vont l'entendre aussi. Et parce qu'on ne peut pas demander aux gens d'un côté de se faire vacciner, de l'autre prétendre à la liberté des femmes et en même temps ignorer, parce que c'est encore en ce moment l'enquête auprès du Sénat que vous suivez sans doute tous sur les effets secondaires. Et d'ailleurs, Christine Coton, je l'ai régulièrement en ligne, va être encore auditionnée le 1er juillet parce qu'ils les prennent de haut. Hein. Il faut savoir qu'ils sont dénigrés. Hein. Qu'ils ne les prennent pas au sérieux. Hein. Pour eux, c'est pas grave. Hein. Tant que ça ne les touche pas, c'est pas grave. Donc c'est toujours en cours. Sachez que voilà, tout le monde essaye de faire au mieux. En tout cas, moi je suis heureuse d'être là, de voir que vous êtes très nombreux. Hein, et malgré la chaleur et malgré tout. Et que ce qui compte, c'est bienveillance, solidarité, courage. Et c'est ce qui, quoi qu'il arrive, on aura gagné. Moi, c'est ce que je me dis. On me dit, mais t'es optimiste, comment tu vois les choses? On va jusqu'au bout. On a raison et il faut juste s'organiser pour continuer. On a vécu 2 ans sans vaccin. Enfin, moi, pour le coup, je ne suis pas encore vaccinée. On a réussi à passer. Continuons. Tant qu'on n'a pas, moi je dis c'est le choix, tant qu'on n'a pas le résultat, tant qu'on n'est pas sûr en fait de ce vaccin, et après c'est libre choix pour tous. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie. Maintenant, on peut faire les questions-réponses. On a 10 minutes. Hein. On a 10 minutes, après, ça sera vous. Oui? Alors moi, j'ai 2 questions très complotistes. Ah. Ça tombe bien, je le suis pas. La première, c'est, donc, je vous ai entendu, quand vous parliez des effets secondaires, j'ai eu un espèce de sursaut et je me suis dit, mais comment c'est possible que toutes ces personnes, finalement, ne se rendent pas compte qu'il y a autant de gens touchés? Moi, j'en ai dans mon entourage proche. Comment ça se fait qu'eux ne soient pas touchés et que leurs entourages proches ne soient pas touchés? On est dans une société où c'est plus facile d'accepter que de se rebeller. Donc beaucoup n'ont pas envie de voir, tout simplement, j'ai envie de dire. Vous savez, je vais vous donner un exemple très trivial. Vous savez, des fois, on est cocu, on le sait, et on ne veut pas le voir. Non, pardonnez-moi. Hein. mais voilà, c'est un peu ça. C'est des fois, on le sent, on le sait, mais c'est plus facile. Moi, j'ai des amis, pareil, ils ont mon âge. Je leur ai pris la tête en Corse. Je leur ai dit, mais... Parce que c'est des amis, donc là, je peux me permettre de leur dire. Ils me disent, mais Virginie, moi j'ai envie d'aller au restaurant après le boulot, j'ai envie de voyager, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça. Je fais, ok, mais alors tes enfants, pareil? Ouais, bon, on en reparlera. Mais voilà, après, le but, comme j'ai dit, c'est le choix, il est personnel, en son âme et conscience. Nous, moi, le tout, c'est à tous les niveaux, si on peut éveiller les consciences, si on peut donner un témoignage, une preuve, chacun est libre de la prendre ou pas. On peut pas... On est pour la liberté, donc celle-là aussi, il faut la respecter, en fait. C'est mon point de vue. Après, j'avoue que personnellement, j'ai vu des gens qui ont eu des effets secondaires et qui le nient. Mais oui, voilà. C'est que des fois, on n'a pas envie de dire aussi qu'on a été couillonné, tout simplement. C'est dur. C'est dur, il y a déjà la souffrance de la maladie ou de l'effet secondaire, enfin quelle qu'elle soit, et puis après de se dire, d'avouer tout simplement. Moi je blâme personne, je dis que respecter la liberté, on est là pour... Malheureusement certains n'ont pas eu toutes ces informations, maintenant après 2 ans de recul, voilà, on verra pour ceux qui vont aller à la 4e dose, parce que le choix va être aussi à faire pour ceux-là. Parce que ces 4e doses, ils vont perdre leur passe sanitaire. Ils vont retomber comme nous. Oui.
parlez quand même d'un... Enfin, moi, ce qui me sidère, le pass, c'est un aspect. Quand vous parlez d'un enjeu de démocratie, de liberté, c'est beaucoup plus vaste et beaucoup plus large. Hein, parce que le ID Wallet, c'est, vous avez dit, hein, c'est de la santé, c'est le compte en banque. Enfin, c'est toute la... Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, c'est critique. Alors, l'ID Wallet, effectivement, ça va être un outil, et on le voit avec le pass. C'est un outil, alors dans les écrits, c'est facultatif. C'est-à-dire que c'est facultatif. Après, j'ai envie de dire, le pass sanitaire, aujourd'hui, je pense que beaucoup ne l'ont pas utilisé parce qu'ils ne sont plus allés au resto, ils n'ont plus voyagé, ou alors ils ont fait un test PCR. En fait, c'est à nous de voir à un moment donné comment on va rentrer dans ce système. On peut le boycotter, hein, mais on vit autrement. C'est-à-dire que c'est à nous de nous organiser. Quand je dis quand il faut s'organiser, c'est facultatif. Les États membres sont obligés de proposer l'ID Wallet. C'est ce qui est inscrit dans la doc. Mais dedans, il y a bien écrit, c'est ce que nous, on va défendre, facultatif et surtout non-discrimination entre ceux qui vont rentrer dans le moule et ceux qui ne vont pas rentrer. Donc là, on est en train de travailler sur ce texte en amendant le texte, en proposant, la gratuité du service, respecter la notion que ça reste facultatif, que nos données, parce que ça, c'est vrai, nos données restent en Europe, parce que ça aussi, c'est un autre problème. C'est vrai que j'ai zappé. Il y a aussi dans le plan stratégique qu'ils sont en train de mettre en place, ils mettent un espèce de health data au niveau de l'Union européenne, où en fait toutes nos data santé vont être dans une même plateforme, et accrochez-vous bien, Pfizer est déjà dedans pour rentrer dans le hub. Hein. Donc, ça va être une plateforme de données de santé ou pour prévenir d'une prochaine pandémie, pour prévenir en pandémie, virus, ou quand ils vont voir des foyers, là on le voit avec le monkeypox, où là tout de suite ça s'excite et qu'ils sont tous déjà en train de mettre en place une stratégie, une centrale d'achat des vaccins via la Commission. Donc ils sont en train d'organiser ça au niveau des data, pour qu'il y ait un suivi des maladies dans chaque État, notamment la grippe. Et d'ailleurs ça me fait penser que cet automne, ils comptent dans la stratégie vaccinale inclure le vaccin de la grippe. Donc c'est comme ça qu'ils vont le vendre à la rentrée. Oui. Il y en a plein. Des actions collectives qui ont été faites par des associations, pas mal, des dizaines, qui n'ont jamais abouti. Il faut sortir de l'Europe. Alors, quand vous allez partir de l'Europe pour fuir tout ça, vous allez dans quel pays? Dans quel pays allez-vous? Alors, les actions collectives, donc, c'est-à-dire des recours juridiques contre... Ils ont réveillé les consciences, ils ont atténué les choses, mais dans le fond, c'est quand même passé. Donc, c'est un espèce de mur infranchissable. Donc, dans quel pays hors Europe allez-vous vous installer? Moi, pour l'instant, je reste ici. Mais si il faut partir, dans quel pays vous allez? Quel pays choisissez-vous? Je pense que la Hongrie, tous ces... Voilà. Alors, l'Espagne, j'y suis allée et j'ai vu qu'au contraire, ce sont des puristes par rapport au vaccin et ce sont les premiers à m'avoir montré, parce que comme j'y étais allée notamment pour le ID Wallet, on a vu une start-up géniale. Hein. Ils sont bien, ils sont tout propres et tout, ils nous montrent tout, comment ça marche. Donc la biométrie avec facial, au niveau ils sont en train de le mettre dans tous les aéroports. Et c'est intéressant parce que donc avec le code QR, tu as le scan avec ton visage et c'est bon, on voit que tu es vacciné, tu es double dose. Et ça, il me l'a montré. J'étais choquée. Il me dit, et ça c'était en Espagne, c'était en Catalogne, et ils l'ont présenté au gouvernement espagnol et ils ont dit non, c'est trop tôt. Et donc je lui dis, mais donc code QR, dose et reconnaissance faciale, c'est dans les tiroirs. Et ça c'est en Espagne et c'était un des États les plus vaccinés au tout début. Donc moi j'aurais pas dit l'Espagne, j'aurais dit plutôt la Hongrie. La Hongrie c'est bien. Pour plein de choses. Mais c'est Union européenne. Mais la Hongrie... Dans quel pays choisissez-vous pour aller vous réfugier? Quel pays? Pour l'instant, je suis une résistante, donc je reste ici. On va pas fuir, il faut pas fuir. Il faut pas fuir, il faut rester le caillou dans la chaussure. Après, il faut faire comme Orban. Orban est dans l'Union européenne. Orban est dans l'Union et c'est le caillou dans la chaussure de l'Union européenne. Et c'est grâce à ces pays, avec la Pologne, qu'il y a une résistance. Et c'est grâce à eux que peut-être on fera changer l'Union européenne. Non, on ne va pas fuir. Oui. Alors, allez-y. Mais du coup, en fait, moi je suis suspendue depuis le mois de septembre. Je bossais à la Pitié-Salpêtrière, versant, moi, assistante sociale, donc plutôt DRH. Et du coup, par rapport à l'obligation vaccinale, moi ce que je me dis, c'est qu'à un moment donné,
comment ces gens-là vont pouvoir continuer de justifier d'un état d'urgence sanitaire alors qu'il y a plus de 20 000, même je dirais, personnels soignants suspendus encore aujourd'hui. On était beaucoup déjà dès le 15 septembre. Sur le chemin, ils en ont perdu quelques-uns, soit d'effets secondaires, soit peut-être même de décès. Là, moi, j'ai été en contact avec des soignants qui ont refusé la 3e dose sur Thonon, en service de réanimation notamment. Donc, 3e dose, nouvelle vague de suspension. À un moment donné, en fait, voilà, comment ça va se passer, quoi? Comment on peut justifier d'un état d'urgence sanitaire ils veulent la autant de suspendus? Alors, ils veulent la destruction du service public, clairement. Sinon, ils auraient déjà dégagé un budget pour sauver les hôpitaux publics, ce qu'ils n'ont pas fait depuis 2 ans. Donc, ils veulent casser le service public. Ils sont bien contents que vous sortiez. Oui, mais tout, parce que ça coûte trop cher. Et tout le système libéral. Ouais, ça m'étonne. Médecine libérale. Ça m'étonne pas. Parce que... C'est au-delà du... Et il l'a dit, et en plus, il l'a dit, Macron, lors de la présidentielle, que de toute façon, il n'y aurait pas à négocier avec ces personnes qui sont suspendues. Donc, ils s'en fichent. Au contraire, les sortir, ça va faire des économies, puisqu'ils veulent la mort de ce service public. Mais alors, avec quoi ils veulent faire face à toutes les pandémies qu'ils ont déjà programmées? Un vaccin ? Un vaccin ? Le vaccin, c'est formidable. Je n'ai pas montré. C'est vrai, parce que après, c'est à vous. Hein. Mais le vaccin, c'est la clé de tout. Vous le savez, aujourd'hui, on a eu Bill Gates, il n'y a pas longtemps, sur Antenne 2. Ça date. Ça, c'est aussi une stratégie de la Commission. Après, j'arrête d'être complotiste. Hein. Ça, c'était dernier trimestre 2019. Oui, dernier trimestre 2019. C'était quand la pandémie ? Janvier 2020, hein, et puis mars 2020. Bon, en 2022, ils avaient déjà prédit Commission Proposal for a Common Vaccination Card Passport for UN Citizens. Donc tout était déjà, parce qu'ils considèrent que c'est la clé de tout. Donc la mise en place du passeport avec cette volonté de mettre en place un passeport. Et il y a une note très précise sur la vaccination qui veulent développer et mettre en œuvre, parce qu'aujourd'hui, c'est la réponse à toutes les maladies. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a maintenant le monkeypox, qu'on aura, je crois, avec la grippe, la grippe qui vont inclure la grippe saisonnière à la rentrée. Et même, j'ai lu une note, et là, il faudra demander aux médecins avec qui que vous faites intervenir. Il y a une vraie volonté de passer tout via le vaccin. Et dans les conclusions de scientifiques que j'ai lues il y a très récemment, tous les nouveaux vaccins vont passer par l'ARN messager. C'est je l'ai lu là très récemment. Donc, allez, oui. Oui, une autre question. Sur le groupe placebo, parce que vous en avez parlé tout à l'heure. Et alors, j'ai beaucoup de questions là-dessus. On me pose des questions, on me dit, mais c'est pas possible que ça existe, les groupes placebo, tu dis n'importe quoi. Alors, si ça existe, où est-ce qu'on a la source pour pouvoir le dire? Alors, c'est dans la note, vous verrez, je l'ai publié là sur mon compte Twitter. Vous avez la résolution concernant le pass sanitaire, et vous avez un paragraphe très précis qui donne la définition des nouvelles personnes qui pourront accéder au code QR européen parce qu'ils seront sous phase d'essai clinique. Et ça inclut les groupes placebo. C'est la seule chose que j'ai pu lire. Voilà. Mais en tout cas, ça les inclut dans les personnes qui pourront obtenir le pass sanitaire. Mais concernant la définition précise, je ne peux pas vous le dire. Après, il y a une stratégie, comme je vous l'ai dit, de développement des vaccins, où il va y avoir des fonds qui vont être débloqués pour amplifier la stratégie, donc effectivement avec des nouveaux essais cliniques, des nouveaux vaccins, etc. etc. Et donc ces gens-là vont rentrer ils pourront rentrer dans le système de passe sanitaire. D'accord, merci beaucoup. Oui, allez-y. Alors vous avez parlé tout à l'heure d'éventuellement 30 traîtres à l'Assemblée nationale. 30-40, oui, c'est ce qui manque à M. Macron. Très honnêtement, qui va voter contre en juillet, là, à l'Assemblée nationale? Alors, nous, c'est sûr. On est 89, c'est sûr. Il y a Dupont-Aignan va voter contre, normalement. Alors, 90. Allez, 90. La France Insoumise, je pense que la France Insoumise, le coup de Manon Aubry, où je lui ai mis un coup de bâton, qu'elle ne se trompe pas, je pense que peut-être que c'est monté. Mais moi non plus, je n'ai pas confiance. C'est pour ça que j'ai fait tout ce grabuge. Parce que je me suis dit, le coup qu'ils nous ont fait là-bas, qu'ils ne refassent pas là, il faudra qu'ils rendent des comptes. Parce qu'ils sont 76, et ces 76-là... 72 plus 90, on est.
Après, Ils sont pas 76? Ils sont 72. Ah, ils en ont perdu Après, encore il y a d'autres. 26 sur les verts, là. Ah bah alors les Verts, Jadot, Corman au niveau européen, ils ont voté pour le pass. Donc comptez pas sur les Greens. Il ne faut pas compter dessus. PS, Les socialistes, il ne faut pas compter dessus. il faut pas compter dessus. Donc par contre, c'est les LR. Alors les LR, il faut les travailler là. Là, vous avez les LR, ils ont parce qu'eux, ils sont 60 ou 65, je sais plus, 60, et eux aussi, ils peuvent faire la différence. Donc il faudra voir avec eux. J'ai quelques pistes, j'ai des contacts. Là, il faut que François-Xavier Bellamy, il monte au créneau, quoi. Il faut aussi qu'ils soient présents pour le vote du pass vaccinal, Bien sûr. du sanitaire, en janvier. Il y a eu beaucoup d'absents. Ils étaient tous absents. Oui, mais Ils aussi étaient c'était à 37, 11h du soir ou minuit, je ne sais plus. Pardon, je n'ai pas entendu. Et eux, ils ont tous voté contre. Oui, Oui, pardon. d'ailleurs, comment c'était possible que ce genre de choses aussi importantes se passent à des heures indues? Alors ça, j'ai pas l'agenda de l'Assemblée nationale. Au niveau de l'Europe, non, ils sont plus. On a des horaires. Les Français, bon, peut-être c'est parce qu'il y a cette culture, mais au niveau européen, les votes, c'est de midi à 14h, voire 15h tous les jours, mais ça va pas plus loin. Après, il y a des débats qui finissent jusqu'à 23h, mais c'est autre chose. Les débats, c'est volontaire. Monsieur, au fond, oui. Donc, sur l'identité numérique, est-ce qu'il y a déjà des actions qui sont mises en place en France, comme on voit la carte d'identité, mais est-ce qu'il y a aussi des photos d'identité avec signature numérique pour des démarches administratives? On le voit déjà à titre individuel, quand maintenant, pendant la crise Covid, les actes notariés étaient possibles, ou même les contrats d'assurance. Aujourd'hui, c'est possible. Mais c'est des actions individuelles, on va dire, d'individus à société. On ne passe pas par un ID wallet. Donc, en fait, le portefeuille européen, c'est un cadre européen. C'est-à-dire que ça va être... Comment ? Est-ce que ça peut être relié, par exemple, une inscription au code de la route, il montre une photo d'identité, il demande une e-photo avec code QR signature numérique? Ça, je sais pas, tout est possible. En fait, l'identité, le wallet, c'est un portefeuille. C'est comme dans votre téléphone, vous avez le wallet où dedans vous mettez dans l'appli toutes vos cartes bancaires, et là on pourra mettre votre permis de conduire, mais là ça reste au choix de l'individu. D'accord. Après ça c'est des négociations individuelles, comme moi par exemple pour une assurance, vous êtes obligé de mettre votre carte d'identité pour pouvoir signer. Mais ça à la limite, moi je ne suis pas contre, parce que ça peut faciliter des négociations. À un moment donné, le numérique, c'est pas non plus une bête noire, ça nous facilite des fois la vie. Par contre, la ligne rouge, c'est quand on l'utilise pour nous contrôler, pour nous tracer et nous exclure. Ça, c'est ça la limite. Quand c'est pour... Voilà. Et le problème, et on l'a vu avec le pass sanitaire, c'est que ça a fait ça. Ça nous a contrôlés, tracés, ça nous a exclus. Et on est plusieurs à l'avoir pressenti, et c'est pour ça qu'on monte en créneau. Nous, on a déposé des amendements pour enlever de cette ID wallet tout ce qui concerne la santé. Et c'était une de mes interventions. On a toujours dit que la santé, le secret médical, c'était sacré. Donc, je ne vois pas pourquoi on pourrait transmettre des données sur un système où les données ne sont pas protégées dans l'Union européenne, dans cet outil. Donc ça, c'était la ligne rouge. Évidemment, j'ai déposé des amendements, ça a été refusé. Donc, ce qui veut dire, et c'est ça la problématique, c'est qu'ils veulent vraiment mettre ce que je vous ai montré, le passeport vaccinal, dans cette ID wallet, contrôlé et après suivi. Peut-être une dernière question, puis oui. après, Madame oui, Moreau après on reste, pourra. Moi, je reste de toute façon. Oui. J'ai juste une question par rapport aux fioles de vaccins. Comment c'est redistribué dans les régions de France? Parce que moi, je me rends compte qu'il y a des gens, certaines régions qui n'ont rien, et dans d'autres qui ont... Ça, je peux pas, je sais pas. Ça, je sais qu'au niveau européen, ils ont mis en place toute une logistique avec un suivi précis, mais ça, c'est vrai que je ne peux pas répondre, je ne sais pas. Vous savez, on parle des lobbies à Bruxelles. C'est vrai, il y a des lobbies. C'est vrai, une fois, je les rencontre. Ils ne sont pas plus agressifs que les autres. Par contre, les ONG, c'est elles qui décident de tout. C'est elles-mêmes qui rédigent les documents.
Et il y a des très bons exemples sur le registre de la transparence. Vous regardez, hein, ça prend un peu de temps pour regarder qui sont les ONG les plus à prendre des rendez-vous avec les commissions, et ça vous donne une ligne. Et c'est vrai que Bill Gates revient souvent. Il a plein de petites ONG, TerraPower, ONG qui fait des mini-centrales nucléaires. Et ils sont très présents au sein de la commission. Et vous verrez qu'en fait, les ONG les plus présentes, c'est des ONG qui ne font pas partie de l'Union européenne. Ça aussi, c'est très intéressant, ça vous donne un peu l'esprit. Mais bon, je pourrais continuer des heures et des heures, mais c'est vrai que les commissaires sont des marionnettes avec des ONG qui sont derrière, qui font passer les dossiers. La dernière, et après on laisse monsieur, et après on boit un verre, parce que je reste un petit peu avec vous. Les autres questions, c'était un petit peu en lien avec ce qui vient d'être dit sur les cycles de décision, enfin, le chemin de la décision. On sait que BlackRock, Vanguard ou les gros fonds d'investissement américains, en réalité, détiennent à peu près tous les labos, détiennent un certain pourcentage de tous les labos. Et il paraîtrait que la commission, finalement, consulte d'une certaine manière BlackRock, la commission européenne, avant de prendre une décision. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça ? Bon, je ne sais pas si elle consulte, mais en tout cas, moi j'ai quelques exemples de contrats avec McKinsey, que maintenant tout le monde connaît. Hein, tout le monde connaît McKinsey maintenant, et bien d'autres. Il y a Deloitte aussi. McKinsey, au mois de mars, a décroché un contrat de 2,4 millions d'euros. Le titre, je n'ai toujours pas compris. Un truc de prospection, d'établissement, de l'équilibre pour la stratégie de mise en place, pour savoir si... Enfin, on n'en comprend rien, mais c'est pour gérer la crise Covid. 2,4 millions. Et effectivement, le conflit d'intérêts et le manque de transparence, c'est une question qui est prégnante à la Commission. Le manque de transparence des contrats, ce registre de transparence qui effectivement prouve qu'il y a eu des meetings, mais on ne sait pas ce qui s'est dit. Effectivement, et vous voyez quand vous arrivez à Bruxelles, vous avez PwC, une tour immense qui est proche de la Commission, et tous ces cabinets privés qui gravitent autour de la Commission, et après on échange. Ben voilà, vous avez là le contrat de McKinsey, vous avez BlackRock aussi qui est, je crois, était dans les tuyaux pour obtenir aussi un contrat avec la Commission. Enfin oui, ce qu'on a vécu et ce qu'on voit avec Macron, c'est un peu la même chose à la Commission. Et ça pose question. La première interrogation, c'est pourquoi il n'y a que ces 4 vaccins. Un exemple, on n'a pas eu le temps d'en parler. Valneva. Valneva, il faut que je reprenne le dossier parce que c'est allé très vite pour Valneva. Valneva était dans les starting blocks depuis l'année dernière pour obtenir l'autorisation de marché, de la mission marché par l'EMA. L'EMA a bloqué le dossier. L'EMA, je les ai eu une fois, Madame Cook, dans le bureau. Voilà. Enfin, elle ne m'a pas impressionnée, hein, la dame, alors ils prennent des décisions, mais fondamentales et qui ont un impact pour tout. Ils sont très peu nombreux. Elle me disait en gros qu'ils n'avaient pas assez de budget, qu'ils avaient plus de stagiaires que de fonctionnaires. Je me dis, attends, c'est ces gens-là qui valident les vaccins. Et en fait, c'est des études de Pfizer. En fait, ils font rien d'autre. Hein. Ils disent, bon, ok, c'est bon, ils ont rempli ça, je donne l'autorisation. Et Valneva, moi, j'étais contente. Je me suis dit, bon, allez, hop, s'il y a Valneva, au moins un peu de lumière dans tout ce marasme. Et puis non, ça bloque. Le Royaume-Uni a passé commande, Bahreïn a passé commande, les Émirats ont passé commande, il n'y a pas de problème, ils ont eu l'autorisation, ça fonctionne. Par contre, en Europe, ça bloque. On a tous vu, ça a bloqué. La Commission, on ne sait pas pourquoi, elle a résilié le contrat d'achat de 20 millions d'euros. Et bien, l'action est tombée. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Pfizer a racheté. Et maintenant, elle a d'autorisation. Et donc là, j'ai dit à mon assistant, bon, quand on rentre, là, on n'a pas eu le temps, il faut quand même qu'on regarde ce qui s'est passé avec Valneva. Et on a essayé de contacter le laboratoire, parce que c'est... moi, quand je fais ce travail, c'est le travail de député. C'est pas d'étiquette, c'est pas politique. On a ce mandat de vous pour poser toutes ces questions. Et moi, je me suis dit, plus c'est gros, plus ça passe. Bon, voilà. Donc, vous dire que les conflits d'intérêts, oui, il y en a. Quand vous regardez le pédigré des commissaires, ça doit aussi vous interroger. Ils ont souvent eu des casseroles dans leur propre pays, comme Van der Leyen avec McKinsey déjà. Donc en fait, c'est même un sport, on va dire, et même une reconnaissance. Voilà. En tout cas, un immense merci.